Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui un auteur, un romancier qui vient de publier un recueil d'articles cette fois, pas de textes destinés à l'écriture d'un livre. Le livre est intitulé « Contre Biya, procès d'un tyran ». Tribunal article 53. Je crois que c'est la collection qui s'appelle Tribunal article 53. Voilà. Vous êtes notre premier invité pour l'entretien du jour de la saison et c'est donc un plaisir pour nous de vous recevoir. Tout l'honneur est vraiment le mien. Merci beaucoup. Vous avez publié, je le disais, Contre Biya, procès d'un tyran dans une collection qui s'appelle Tribunal article 53. C'est quoi ce tribunal? Le tribunal article 53, c'est un tribunal citoyen qui réunit 21 personnes en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Et en Afrique, concrètement au Cameroun, au Rwanda, et qui travaille autour de 3 choses bien précises. La première, c'est de faire la collection des témoignages des victimes du régime de Biya. La seconde, c'est de monter un dossier d'accusation contre Biya pour éventuellement, et je le souhaite vivement, l'arrêter, l'incarcérer et certainement le condamner ou bien le faire condamner. Et la troisième, c'est certainement d'abroger l'article 53 qui confère l'immunité globale et totale au président de la République camerounaise et spécifiquement à Paul Biya, un article qui a été signé par lui le 14 avril 2008. Très bien. Donc, je le rappelais, le livre c'est Contre Biya, procès d'un tyran. Je rappelle que c'est une collection d'articles parus soit au Cameroun, soit sur Internet, à l'étranger donc, et qui brosse la situation au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a emmené à lancer une collection comme celle-là d'articles? Depuis 2006, concrètement, je travaille sur des cas d'écrivains, d'artistes, de citoyens, etc., qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison. Et il y a eu des cas heureux, bien sûr, comme Bertrand Taillou, qui a été libéré après 2 mois d'activité politique, ou bien Joe La Conscience, qui a été le premier prisonnier gracié par Biya de toute sa carrière politique. Et donc, mais il y a également des témoignages qui n'ont pas fait surface, plus ou moins. Et je voulais présenter d'abord la somme d'un travail politique que je fais, mais aussi présenter une plateforme que je suis en train de bâtir, parce que ce livre ouvre la série des témoignages de personnes qui ont été arrêtées et qui ont en fait codifié du moins leur expérience. Et ces livres seront publiés, évidemment, à la suite de... ce sera dans la même collection, Tribunal ce sera dans la même collection. Je ne pense pas que tous les témoignages seront publiés, évidemment. Il faut que ces témoignages aient la substance d'un livre. Mais ça n'enlève pas la valeur de tout témoignage. Donc, quiconque a un témoignage à livrer et a un espace dans le tribunal article 53. Et nous comptons d'ailleurs avoir une assise à Washington, D.C., où ces témoignages seront présentés de manière vivante et où on pourra avoir un jugement citoyen sur Paul Biya. Vous êtes Camerounais, vous connaissez très bien la vie politique camerounaise, notamment sous l'ère du président Biya. Le 9 octobre, c'est l'élection présidentielle. Pour la première fois, la diaspora pourra participer à l'élection. Et quand vous vous dites que c'est un livre contre Biya, vous prenez parti, naturellement. Oui, en effet, je pense que je suis citoyen et tout citoyen a un point de vue nécessairement et mon écriture est citoyenne de toutes les façons. Je suis citoyen camerounais. Du point de vue de la diaspora, du vote de la diaspora, parce que c'est de quoi il s'agit, il y a tellement d'entaches dans ce vote-là que nous nous sommes organisés. Nous, là je dis maintenant d'autres organisations dont je fais partie de la diaspora et nous invitons tout le monde à boycotter. Et puis je crois que le tribunal article 53 est également une organisation, une association, si on peut dire ça. Oui, cependant, ici, c'est une autre vision. C'est une vision citoyenne qui inclut pas seulement des Camerounais. Il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a des Français. Il y avait des Rwandais également. Voilà, il y a des Rwandais, etc. Donc, c'est une autre vision de la citoyenneté qui n'est pas limitée uniquement au Cameroun, mais qui pose le problème camerounais afin que quiconque un être humain puisse comprendre en fait la situation dans laquelle le Camerounais, le citoyen camerounais se trouve actuellement, pratiquement sous le régime de Biya. Très bien. Donc, je disais que vous prenez parti contre le président Biya qui se présente en vue d'une réélection pour un septennat au Cameroun. Pourquoi? Là, je pense que ce n'est même pas un point de vue. Je me situe
fondamentalement dans la Constitution. La Constitution reconnaît mon existence légalement comme étant celle d'un citoyen. Et cette existence-là a été violée par la candidature de Biya, qui est tout simplement illégale. C'est-à-dire, d'un point de vue citoyen, il a fait un coup d'État constitutionnel. Expliquez, parce que pour beaucoup de tenants de la thèse d'une réélection du président Biya, il va de soi qu'il devait être candidat vu que la Constitution le lui permet. Non, la Constitution ne le lui permet pas. Ça ne change pas en quelques jours, ça ne change pas parce qu'il a pris des vacances. Je pense que la Constitution est claire là-dessus. Il ne peut pas y avoir de loi qui soit rétroactive. Et celle-là qui fait qu'il ait décidé d'être candidat à l'élection qui a lieu le 9 octobre. Et en même temps, en posant sa candidature sans l'aval de son propre parti, c'est-à-dire en posant sa candidature le 4 septembre, sans que le congrès de son parti l'ait investi pour qu'il puisse faire cet acte-là, a fait qu'il viole pas seulement la Constitution camerounaise, mais également n'importe quel texte, parce qu'il n'y a aucun texte qui puisse légitimer le fait qu'il y ait un candidat naturel. Ça n'existe pas. La Constitution ne connaît pas la nature. Elle est écrite par les êtres humains. Pourtant, c'est le secrétaire général du parti qui est allé déposer, René Sadi, la candidature du président Biya. Pour vous, il n'est pas représentatif du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le fondement d'un travail citoyen, c'est de faire que le Cameroun devienne un État de droit. Et faire que le Cameroun devienne un État de droit veut dire que même la loi soit inscrite dans le droit, dans le respect du droit. Et donc, qu'il y ait quelques textes qui aient été inventés, stipulés, ou bien que quelqu'un ait déposé la candidature d'un monsieur, d'un type, d'un être, qu'il soit président ou pas du tout, alors que le congrès de ce parti-là n'a même pas encore eu lieu, rend tout simplement le parti inutile. Et parce que le parti, le point de vue de partisan de ce parti n'a pas été écouté. Et donc, c'est un être humain qui a déposé sa candidature, qui a eu peut-être un ami, deux amis, c'est pas trop qui ont fait ce travail-là. Donc, ça n'engage certainement pas le parti en termes légaux. Mais je pense que tout questionnement citoyen, et c'est le mien, devrait prendre cela comme étant la base. Qu'est-ce que le Cameroun devient? Où est le droit dans ce qu'on fait? Et donc, comment faire que le Cameroun rentre sur le chemin du droit? C'est ce travail que j'essaie de faire, parce que esquiver le droit a en fait créé tellement de morts dans l'histoire camerounaise de ces derniers 30 ans. Les morts du 1er mai 1984, c'est une centaine. Les morts de février 2008, c'est 200 à peu près. Les émeutes de la faim. Je ne dirais même pas les émeutes de la faim, parce que c'était des revendications politiques qui ont été interprétées ou bien mal interprétées comme étant des émeutes de la faim. Cependant, ils étaient inscrits dans la revendication concrète du non-changement de l'article 6.2 de la Constitution camerounaise. C'était les Camerounais qui ne voulaient pas que l'article qui limitait le nombre de mandats à la candidature à la présidence soit changé. Ce que Biya a fait le 14 avril 2008. Par la voix du peuple également, puisque c'est par la voix de l'Assemblée nationale que ça s'est fait. Et cette Assemblée nationale qui est emplie de ses partisans, comme quoi ça ne peut pas être la voix du peuple, c'est la voix de ses partisans, parmi lesquels il y avait d'ailleurs un député, le député Paul Abinaya, qui a voté contre, mais dont la voix a été changée en oui. Comme quoi même ses partisans, leur propre décision n'a pas été respectée, lequel Paul Abinaya est candidat à l'élection, mais il a dû quitter le RDPC parce que sa propre voix n'a pas été respectée dans son propre parti. Mais du fait que vous avez aujourd'hui, vous me direz que cela s'est fait avant, du fait que vous avez un candidat à la présidentielle dans votre panel qui constitue le tribunal, est-ce que cela ne rend pas très partisan et très orienté le travail que vous avez effectué? Le tribunal qui apparaît maintenant, voilà, le tribunal qui apparaît maintenant de manière publique est un travail qui débouche sur 10 ans d'écriture finalement, d'écriture politique, d'écriture que je veux préemptive, dans ce sens où elle ne décrit pas seulement les massacres lorsque ceux-ci ont lieu, mais essayer d'agir avant pour empêcher que ces massacres aient lieu. Et donc, de ce point de vue, quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, qui était engagé dans l'affaire des 9 de Bépanda, qui était engagé dans l'affaire des jeunes de février 2008, fait logiquement partie de cette revendication citoyenne. Et bien sûr, il a la liberté, comme j'ai cette liberté, et comme vous avez cette liberté, d'être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Très bien. Aujourd'hui, l'élection va se faire. Beaucoup estiment que ce sera presque une formalité, aujourd'hui, l'enjeu, c'est peut-être de savoir quel sera le score du président Biya, que l'opposition est quasi inexistante en face de lui.
Mais si nous parlons de l'opposition camerounaise, il faudra déjà voir le côté structurel parce que, par exemple, au Cameroun, les gouverneurs sont nommés. Or, nous savons que le gouvernement, c'est un lieu où l'opposition se fabrique. Au Cameroun, par exemple, une coalition est pratiquement impossible avec le gouvernement parce qu'elle est rétroactive. Au Cameroun, tous les candidats de l'opposition du Nord, du Grand Nord, 40% du pays n'ont pas présenté de candidats à l'élection, sauf un seul. Il faut bien se le représenter. Il y a eu 52 candidats à l'élection présidentielle. Un seul vient du Grand Nord. Ça veut donc dire que 40% du pays a été pratiquement éradiqué de la bataille politique. Et donc, ils se sont rangés simplement dans un camp. Je ne pense pas qu'ils sont rangés. Je pense que de ce point de vue, c'est clair qu'ils ont fait un deal. C'est clair qu'ils ont fait un deal pour l'après-Biya, pour maintenir Biya dans le giron français, pour maintenir le pouvoir entre les mains d'un axe nord-sud qui s'est constitué depuis 1956. Et donc, de ce point de vue, je dirais plutôt que le problème, c'est moins celui de l'opposition que celui du pouvoir, qui maintenant, là, en 2011, a fait un coup d'État constitutionnel pour se maintenir. C'est-à-dire que c'est Biya qui a fait un coup d'État constitutionnel pour se maintenir. C'est ça le problème. Il y a eu les révolutions, ces fameux printemps arabes dont on a beaucoup parlé et dont on pensait qu'elles pourraient prendre également en Afrique subsaharienne. Votre procès, vous pensez qu'il aura lieu quand? Est-ce que vous le situez dans la suite logique de ce printemps arabe? L'histoire de ces derniers 20 ans nous a présenté 67 chefs d'État et de gouvernement de 43 pays qui ont été arrêtés, incarcérés et puis condamnés. Et donc, nous avons le vent en poupe. L'histoire camerounaise veut que Ahidjo, le président qui est venu avant Biya et dont Biya n'a jamais prononcé le nom en public depuis 27 ans, a été condamné à mort par Biya. L'histoire camerounaise veut que... Oui. Voilà, l'histoire camerounaise veut que celui qui était le leader camerounais avant Ahidjo, André-Marie Bila, a été condamné également par Ahidjo. Et elle veut que Oumiobe ait été condamné. Et donc, il y a toute une histoire camerounaise, il y a de la jurisprudence, il y a tout un contexte de 20 ans d'inscription lente du droit. Et même Jean Chirac est en train d'avoir son procès. Comme quoi, ce n'est pas seulement le printemps arabe. C'est uniquement l'évolution systématique du droit à laquelle Biya ne peut évidemment pas échapper. Et vous pensez véritablement qu'il va être arrêté, malgré l'article 53 de la Constitution? Oh, là, c'est clair. Là c'est clair. Tout simplement parce que l'article 53, c'est une naïveté. D'ailleurs, même en 2008, lorsque cet article a été signé, j'ai écrit un article qui a été publié dans Mutation où j'ai dit que c'est une naïveté politique inimaginable. C'est-à-dire qu'il compte sur le fait que celui qui va venir après lui va respecter la Constitution que lui-même a piétinée. Et donc, il se dit que ceux qui seront présidents ou celui qui sera président après lui sera clément, sera beaucoup plus clément que lui n'a été avec Ahidjo. C'est-à-dire qu'il se dit que celui-là sera beaucoup plus humain que lui qui a en fait fabriqué une culture de 30 ans de rancune. Et donc là, on ne peut qu'éclater de rire, en effet, parce que l'histoire est là et la jurisprudence camerounaise est là, l'histoire mondiale est là, il ne peut pas échapper. Donc pour vous aujourd'hui, Paul Biya a tout intérêt à être réélu comme président de la République du Cameroun et surtout à ne pas perdre une élection après, parce que sinon c'est le début du procès, si je résume très bien votre pensée. On verra. Qui vivra verra. Merci beaucoup, M. Patrice Ganan. Je rappelle que vous étiez notre tout premier invité pour l'entretien du jour et que c'était un plaisir de discuter avec vous à la fois de l'élection présidentielle camerounaise et du bilan du président Biya. Merci beaucoup. Merci.